pense que là, on est assez dépité par ce qui se passe en ce moment du côté de l'OM. Une troisième défaite d'affilée en championnat. Ça commence à faire beaucoup, surtout que celle-ci, elle peut laisser un petit goût amer dans la bouche, puisqu'on a proposé un peu de jeu quand même, euh, jusqu'au but de Radonjic, et après, plus rien. On s'est fait bouffer, tout simplement par des Monégasques qu'on voulait beaucoup plus que nous. En tout cas, voilà, moi je suis hyper déçu, et j'ai l'impression que plus les semaines passent, plus on s'enfonce, et ça me fait peur pour la suite. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais en tout cas, moi je commence à être inquiet personnellement. Écoute, très franchement, moi j'ai été surpris des 20 premières minutes. Je me suis dit, ah, bah, ça joue, il y a quelque chose, il y a de l'envie, il y a un peu de jeu, il y a un peu tu vois, il y a un peu de quelque chose. Je me dis, bon, ça va, ça repart, quoi. Et en plus de ça, contre Monaco qui était dans une pente ascendante aussi. Ah, c'était cool à voir. Puis il y a eu ce premier but et ensuite à partir de ce premier but, plus rien, le néant, ça a été le néant total. Et je me suis fait une petite réflexion par rapport à ce que j'avais vu sous Garcia et par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui avec AVB. Eh ben, je me demande si c'est pas pire en fait. Si c'est pas pire en termes de jeu parce que la deuxième période, mais t'avais l'impression qu'on jouait à 10 ou à 9 quoi. Il y avait rien du tout. Il y avait rien du tout. Le comte, il avait le temps de prendre un café, de jouer aux cartes et de lire un livre. Donc, et quand j'entends les propos de Cuisance à la mi-temps en disant ouais c'est bien on a marqué, maintenant il faudrait qu'on tienne le score. Mais en fait c'est ça les ambitions de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Ouais, c'est un peu désolant. Non, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand t'es à l'Olympique de Marseille, tu te bats un peu plus, quoi. Tu mouilles le maillot, tu vas chercher un peu plus, tu continues à jouer. Là, tu peux pas t'arrêter de jouer à 1-0 contre Monaco. Et qui nous a mis une belle danse en deuxième période, hein. Ah oui. Non, Voilà. mais c'est une leçon. En fait, là, AVB, clairement, il a pris une leçon tactique par Kovac, hein. Mais carrément, Cette deuxième carrément. mi-temps, Elle est c'est un 100% monégasque. et c'est clairement un constat de ce qu'on vit en ce moment. On a l'impression que tactiquement, on est totalement impuissant. Que ce soit, alors, on avait en début de saison cette histoire de bloc bas. On avait du mal face au bloc bas. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'on a du mal contre tout le monde. Que ce soit des blocs bas, des blocs hauts, Ouais, on a l'impression qu'on exactement. n'a plus de solution. On n'a pas de créateur de qu'AVB, jeu. voilà, que AVB est démuni par la situation, que les joueurs ne savent plus quoi faire. Certains n'alignent plus un pied devant l'autre. Certains qui réclament des sommes astronomiques pour des renouvellements de contrats qui ne sont pas exemplaires sur le terrain. Carrément. Certains qui ont des salaires astronomiques ne sont plus exemplaires et ne montrent pas la bonne Absolument. image sur le terrain et même en dehors d'ailleurs. Et, euh, et voilà, moi, ce constat-là me consterne parce que on est une équipe avec des individualités très fortes. Je suis désolé, on ne peut pas, Je suis pas euh, sûr. on ne peut pas Non, avoir. Oui, mais ouais, mais je suis pas quand je dis ça, d'accord. quand je dis Sur ça, le très fort, je suis pas d'accord. oui, mais Sur enfin quand, niveau actuel de la Ligue 1, là, je suis d'accord. Mais oui, très c'est ça. fort, non. Non, mais Parce que si c'était vraiment très très fort, en Ligue des Champions, t'aurais fait quelque chose de mieux que ce que t'as fait cette année. ah oui, Si c'est vraiment très fort, ce qu'on vit en ce moment, bah là, théoriquement, c'est, tu vois, genre tu te reprends en main. Et le problème, c'est que en fait, au final, tu te rends compte que déjà, les joueurs tactiquement, ils ont pas le niveau, et que mentalement, c'est des joueurs qui sont très très friables. mm, C'est-à-dire que le seul souci, le seul petit grain de sable dans les chaussures des joueurs, et ben ça dégoupille dans leur tête. Et ça se ressent, c'est que genre tout allait bien et d'un coup tout va mal et il y a plus personne qui répond. ouais, Et oui, AVB, il est en train de perdre ses joueurs très clairement. Il est en train de perdre justement, il est en train de perdre de pied là sur le groupe mm, et même sur le club en soi, parce que je pense que intérieurement il en a marre. Quand t'as un Thauvin, quand t'as un Payet qui s'embrouille dans les vestiaires, ouais, ton penalty c'était honteux. Et Thauvin qui lui répond, ouais, mais tu rigoles ou quoi? T'as vu le penalty que t'as arrêté contre Porto? Enfin, à un moment donné, les mecs, vous êtes là pour le club, vous êtes là pour vous. Et il y a zéro solidarité quoi. C'est incroyable. ben, c'est ça, et je peux comprendre. Je pense que, honnêtement, intérieurement, AVB est critiquable, mais on peut le comprendre aussi Mm,
dans son, tu vois, genre dans le fait qu'il en a marre aujourd'hui de jouer le policier, quoi. Ça a Ouais, toujours été, carrément. et je pense qu'il est en train de péter un câble. Il est en train de péter un câble très clairement, quoi. Théo, toi, t'en as pensé quoi de ce match, honnêtement? Est-ce que t'as le même avis que nous là, sur ce sujet-là ou pas? Oui, dans l'ensemble, oui. Moi, ce qui m'a marqué, c'était l'état physique des joueurs, parce que voilà, vous parlez de mental, de technique, de tout ce que vous voulez, mais Moi, je les ai pas trouvés en dessous et- physiquement, hein. physiquement, c'est vraiment la catastrophe à Marseille. Mais pourquoi? Quand tu vois Enfin, que, quand tu vois que depuis le début de la saison, je crois que tu as pris 4 buts en premier temps et tu en as pris non, pas depuis le début de la saison, depuis le début de l'année 2021, tu en as pris 3 ou 4 en premier mi-temps et tu en as pris une dizaine en deuxième mi-temps. C'est scandaleux et mais est-ce que toi, tu penses que c'est un aspect physique du coup alors? totalement. Physiquement, tu vois Cuisance au bout de 30 minutes qui est rouge, qu'il en peut plus. Les joueurs qui avancent pas, à part voilà, les joueurs qui ont des qualités physiques naturelles. Ceux qui en ont pas de naturel, voilà, on voit. Enfin, pour moi, c'est flagrant avec Payet parce que Payet l'année dernière, il était mobile, il était tout ce que vous voulez, c'était l'élément clé de l'OM. Et cette année, physiquement, mais il est totalement à la rue. Mais c'est l'exemple parfait, mais Hmm, c'est pas le seul. je pense Non. pas que ce soit un problème physique, hein. Et physiquement, il s'entraîne plus. Il le dit même à VB qu'il s'entraîne pas, qu'il Ouais, faut. parce que ils jouent tous les 3 jours, donc c'est compliqué. Oui, mais justement, physiquement, ils en peuvent plus parce que ils font juste de la récupération et c'est pour ça qu'on est bouffé. Moi, dès le but à la 47e minute de Maribane, j'avais ce même sentiment que qu'en Ligue des Champions. On prenait un but, on se disait bon bah c'est bon, le match il est perdu. Enfin, c'est bon, Oui, mais donc du coup, c'est pas un problème physique alors. Il y bah, a beaucoup de mental aussi, hein, quand même. Voilà, c'est plus un problème mental pour non le mais coup. ça c'est Parce que moi. si tu te dis ouais, je prends un but et bon après je m'écroule, Non, ça enfin c'est pas en tant que supporter que je me suis dit c'est bon, enfin on va s'en prendre, on va perdre c'est sûr, parce que on a pris un but et on sait très bien que on va prendre la foudre et que ça va être mort et c'est ce qui s'est ouais, passé. tu sens que ça peut prendre ouais, tu sens que ça peut Mais, prendre une tempête de ouf. mais pour moi physiquement l'OM est très en dessous et tous ceux qui sont autour du club le disent, même au-delà de pendant les périodes de match. Quand il y a des trêves, ils s'entraînent, ils font pas de physique. C'est vraiment pauvre physiquement l'OM sous AVB en général. Et ça marchait très bien quand il y avait quand il n'y avait pas la Ligue des Champions, pas de match tous les 3 jours. Mais la préparation, elle n'est pas la même quand tu as des matchs tous les 3 jours. Et ça se ressent maintenant en deuxième partie de saison. Et Il c'est faut pas oublier, il faut pas oublier aussi que il y a ça qui a changé, la Ligue des Champions, et de notre côté, on n'a pas eu un renouvellement d'effectifs énorme par rapport à la saison dernière. Mhm. Quand tu compares l'été dernier et l'arrêt de la saison dernière, je suis désolé, t'as pas eu d'énormes bouleversements dans l'effectif. Les bouleversements, là, ils commencent à se faire. Ils commencent à se faire, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais on n'a pas eu de gros chamboulements. Non, il a gardé Et ses joueurs, il a gardé ses soldats en quelque oui, sorte. après ça se comprend tout à fait. Mais déjà que on avait déjà un petit signe de faiblesse avant le stop du championnat en mars dernier, tu Mhm. peux te dire, est-ce qu'on n'irait pas aller chercher quelques joueurs supplémentaires pour faire un petit peu de profondeur et éviter ce genre de situation que pour se dire qu'au mois de janvier, on n'est pas des joueurs cramés au bout de 30 minutes de jeu. Cuisance, je suis désolé, et Théo en a parlé aussi, il est catastrophique. Il est catastrophique. Le mec, on l'a pris en prêt du Bayern Munich. J'espère et je pense que l'option d'achat sera pas levée. Parce que là, honnêtement, si tu me demandes de choisir entre plusieurs joueurs, parce qu'on a plusieurs joueurs en option d'achat, Mhm. si tu me demandes de choisir l'été prochain entre par exemple Cuisance et admettons Oui, et Léo Balerdi, je choisis Balerdi ouais, non, sans mais hésiter. je et comprends, mais après il est catastrophique parce qu'il arrive dans un environnement qui est plutôt catastrophique aussi. Ah, mais il savait où il foutait, il Ce que je veux savait dire, c'est aussi que où il mettait les pieds. bien On l'a sûr, pas mais forcé non plus à venir. ce que je veux dire, c'est que quand il est au Bayern, Mhm. forcément, tu vois que le mec il a des qualités. Quand il est à Marseille, tu vois que le mec il en touche plus une. Oui, mais regarde, Donc on le c'est disait tout aussi à l'heure, l'environnement qui fait la différence, quoi. on le disait tout à l'heure, et Théo l'a très bien souligné, physiquement, il est cramé. Il devait signer, dis-toi qu'il devait Ouais, signer à ouais. Leeds quand même hein, avant de venir chez nous. Il a été recalé. Pourquoi? Pourquoi il a été recalé à Leeds? Alors, et heureusement pour lui, t'as tout à fait raison, parce que s'il tient pas le rythme des gens en Ligue 1,
mais qu'est-ce que ça aurait été en première ligue sous Bielsa? Et puis l'environnement, au début de saison, il était pas horrible, hein, l'environnement dans lequel il arrivait. Ah non, bah non, on venait de finir deuxième de championnat, bon, avec un contexte assez particulier. Il arrive en tant que promesse quand même, parce que il sortait d'une très bonne demi-saison avec Mönchengladbach, et puis derrière, il a fait 6 mois avec le Bayern où il a peu joué, mais il a sur les peu de fois où il a joué, il a réussi à montrer quelques facettes intéressantes. Donc, d'où, je pense, l'intérêt de Longoria sur ce joueur-là, qui au départ a pas un mauvais choix, mais là, il est en train de nous prouver tout le contraire. Là, ce week-end, il a joué en position un peu plus reculée que d'habitude. Ouais, bah non, pas vraiment. On était en 4-2-3-1 avec. Ouais, c'était avec la compo annoncée. C'est vrai que ça m'a un peu. Et du coup, un peu mis dans le match, on était en 4-2-3-1, mais bon. Après, 4-2-3-1, qu'est-ce que c'est quand tu joues à 11 dans ta moitié de terrain? Ouais. C'est différent, mais sur les 30 premières minutes de jeu, quand on jouait un peu plus haut, il était en. Mais ceci n'empêche pas cela. Enfin, il était en difficulté parce que aussi autour de lui, il y avait pas de mouvement. Les seuls mouvements qu'on a vus, c'était les 20 premières minutes. Et là, pour le coup, je pense que Cuisance, c'était plutôt pas mal. Tu sentais que ça tournait bien. Mais ensuite, après, le problème, c'est que, tout était statique. Déjà, t'as pas de solution. Bellardi, c'est pas son poste. Gay, pour le coup, je trouve que sur la première mi-temps, il a été très important. Il était vraiment très impactant dans le jeu. Et pour moi, j'ai beaucoup aimé son rôle au premier mi-temps. Et après, comme avec l'équipe, il s'est un petit peu écroulé. Et t'as Radonjic et Thauvin. Pour le coup, il y a eu de la percussion, mais sans plus. Et ça a pas beaucoup permuté avec Benedetto. Donc, pour un mec comme Cuisance, s'il n'y a pas de mouvement autour, surtout avec des latéraux et avec des ailiers qui font le travail qu'ils doivent faire, c'est très compliqué de pouvoir jouer et de pouvoir distribuer comme il peut le faire avec sa technique. C'est pratiquement impossible. Non, mais moi, au-delà de ça, j'ai remarqué un truc, c'est que l'OM a beaucoup plus joué à gauche qu'à droite, donc côté Radonjic, Sakai, que du côté de Thauvin, Lirola. Ouais. C'est assez rare d'ailleurs, parce que normalement, le jeu de l'OM penche plutôt vers la droite. Et là, sur ce match-là, le jeu pensait plutôt vers la gauche. Le but vient de la gauche. J'avoue que moi, j'ai pas compris pourquoi il a sorti Radonjic et il a laissé Cuisance sur le terrain pour faire entrer Payet. Moi, je suis AVB, je fais sortir Cuisance et je mets Payet en 10 et Radonjic était un seul qui percutait, qui apportait quelque chose de différent des autres. Ouais, mais après, le problème, c'est que Radonjic, il s'est effacé en deuxième période. C'est ça, en fait, le truc, c'est que tout le monde s'est effacé en deuxième période. Tout le monde a pris ils ont pris une tempête, puis un bouillon, puis un chaudron. Donc, à un moment donné, Ouais, mais dans le sens où, sur un ballon en profondeur comme sur Tchaeta Tsar, lui, il va y aller, il est plus rapide que les autres. Donc, sur une contre-attaque, il aurait été très important. Sur un ballon en profondeur de Payet ou quoi. Payet sur un côté, bah, il va pas y aller en profondeur. Il n'a plus les jambes pour ça, de toute façon. Donc moi, j'ai pas du tout compris ça. Après, voilà, il y a un truc qui est flagrant, c'est que Thauvin et Payet ne jouent plus ensemble sur le terrain. Ça, on l'a très bien vu depuis le début de l'année 2021. Mais même les joueurs ne jouent plus ensemble. Enfin, combien de joueurs sont en prêt, combien de joueurs sont en fin de contrat. En fait, il y a cet aspect-là aussi du club. Et un mec comme AVB aujourd'hui, il peut pas construire sans un groupe comme ça. C'est impossible. Je pense que ce que voulait dire Théo surtout, c'était qu'ils sont pas alignés en même temps. Non, ils jouent sur le terrain. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais si on commence déjà à savoir, ouais, mais lui, il peut pas jouer avec lui parce que lui, il le kiffe pas. Mais lui, je peux pas le mettre parce que lui, il est en fin de contrat. Mais alors lui, il est en prêt. Est-ce qu'il va jouer pour lui? Enfin, en fait, c'est pour un mec comme AVB aujourd'hui, très, très honnêtement. Alors, il est fautif, il est responsable parce qu'il n'y a pas de fond de jeu. Je suis d'accord avec lui. Mais construire un jeu avec des mecs qui s'apprécient pas, avec des mecs qui sont en prêt, avec des mecs qui sont en fin de contrat aujourd'hui,
franchement, hein, vous pouvez mettre n'importe qui. Hein. Vous pouvez mettre Pep Guardiola, Klopp. Avec ce groupe-là, vous irez nulle part en fait. C'est impossible. Je suis pas d'accord parce que pour moi, il est fautif dans le sens où si tu produis du beau jeu, etc., les joueurs, ils se posent pas la question de moi je l'aime pas, c'est pas grave. Ils disent ouais, moi j'ai envie d'être sur le terrain parce que je prends du kiff sur le terrain à jouer avec ce style de jeu. La fin de contrat, on verra. Et puis voilà, les prêts, bah, c'est bénéf pour eux. Mais moi, je pense que si on jouait un jeu plus offensif, plus orienté vers le football que l'on aime tous, les joueurs, ils se poseraient pas la question de qui j'aime, qui j'aime pas. Là, il est obligé de faire ça parce que les joueurs l'ont lâché par rapport à son style de jeu déjà, et que forcément que t'as pas envie de. Moi, je suis joueur, je suis attaquant de l'OM, j'ai pas envie de rentrer sur le terrain en deuxième mi-temps face à Monaco. Hein. Enfin, tu sais que tu as touché 10 ballons, 10 ballons dans ton camp, tu vas passer ta pire soirée. Hein. Donc, moi, je pense. Puis même moi, je trouve qu'en ce moment, ce monsieur Villas-Boas se cherche beaucoup d'excuses. Là, il est en train quand même de détourner l'attention du jeu nauséabond qu'on est en train de proposer sur des fuites d'informations sur le vestiaire, etc. Il part en guéguerre contre RMC. Mais oui, moi je suis d'accord avec ça. Par contre, j'ai écouté l'interview d'après-match sur Téléfoot et sur Canal. Et en fait, je l'ai pas entendu parler football. Je l'ai entendu parler de l'arbitrage pendant 2 minutes, mais j'ai en aucun cas entendu parler de foot. Puis j'ai l'impression d'entendre Rudy Garcia parfois. Ouais, non, mais comme j'essayais de le dire tout à l'heure, Villas-Boas, il s'est complètement perdu. Oui. En termes de management, parce que son football tire essentiellement d'un management. Il ne tire pas vers le football comme on peut le voir tactiquement, comme techniquement on peut le voir aussi avec certains coachs. Lui, c'est vraiment le management. C'est-à-dire que il est ami avec plusieurs joueurs, il caresse souvent les joueurs, il va, il va titiller, il va les chambrer, il va les pousser. Là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il a complètement perdu son groupe. Et moi, je pense qu'il l'a perdu depuis un moment, en fait. Il l'a perdu depuis les matchs de Ligue des Champions. Il y a une cassure à ce moment-là. Exactement. Il y a une cassure à ce moment-là. Parce que les joueurs sont pas bêtes non plus. Ils savent que, voilà, on est dégueulasse et qu'on joue pas au football. Il y a certains joueurs aujourd'hui, je pense que, comme tu le disais, Théo, tu disais tout à l'heure que, ouais, mais si les joueurs pratiquaient un football plus plaisant, peut-être qu'ils s'en foutraient d'être ici et ils se diraient bon bah je joue au foot et on verra pour l'année prochaine. Là, en fait, le jeu est tellement dégueulasse que forcément les mecs, quand ça va pas, automatiquement ils font tous la tête. Et Villas-Boas, le problème c'est que c'est pas lui sur son football, c'est essentiellement du management. Donc quand ça va pas du tout quoi. Ça reste un coach qui a été formé par José Mourinho. Enfin, il a jamais été formé par José Mourinho. Il a pris des préceptes de. Non, mais dans le sens où il était adjoint de Mourinho. Oui. Et donc, voilà, il a grandi avec Mourinho en tant qu'homme. Et voilà, dans la com, ça c'est flagrant. Enfin, c'est ça. Tu vois que quand ça va pas, mais moi ça me fait rire maintenant parce que quand il y a un mauvais résultat, et ben en fait, tu sais très bien qu'il va te sortir un truc. Une monstruosité et qui fait que pour protéger ses joueurs quoi. Tu vas plus parler du match, tu vas plus parler tu vas parler de sa déclaration. Et ça me fait rire maintenant parce que maintenant que tu le connais, enfin maintenant qu'on le connaît, et ben en fait on s'y attend et il la sort à chaque fois il la sort et c'est drôle. Quand tu dis après le match que la VAR elle buvait un café, voilà, tu retiens que ça. Enfin, tu t'oublies presque que on a été dégueulasse pendant 90 minutes. C'est passé sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, on espère voir un peu de mieux d'ici samedi prochain, même si ça risque d'être compliqué de mettre quelque chose en place pour ce match face à Rennes. On aura l'occasion d'en parler dans un futur podcast de ce match-là. En tout cas, si on peut essayer de tirer un peu de positif de ces derniers jours côté marseillais,
C'est notre mercato. Alors, on a vu les débuts d'Arkadiusz Milik, Milik. Ah, le pauvre. Tu sais, je me suis demandé pendant le match d'ailleurs par rapport à ce joueur-là. En fait, moi j'ai peur que ça devienne comme que ça devienne une Dario Benedetto. Hein. Non, moi je pense. Non, dans le sens, si ce mec-là joue tout seul, impossible d'avoir des ballons. Impossible. Ouais, mais là, tu vois, contre Monaco, bon, il a pas fait grand-chose, mais il a essayé. Il a décroché, il a ce qu'on attend de Benedetto, parce qu'en soi, Benedetto, j'ai l'impression que depuis 6 mois. Oui, mais depuis 6 mois, j'ai l'impression qu'il colle beaucoup sa ligne de défenseur quand même. Ouais, mais le problème, c'est que si ces mecs-là, ils ont jamais de ballon, ils vont jamais marquer. Et moi, j'ai l'impression qu'on va avoir je dis pas que ce sera Benedetto, hein, mais j'ai peur que, au niveau qu'il n'ait pas beaucoup de ballons pour marquer. Moi, je comprends ton point de vue, Victor, mais là où je suis confiant, c'est que Villas-Boas est en fin de contrat et on l'attend quand même à une non-prolongation. Et c'est pour ça que je pense pas qu'il va faire une Benedetto, parce que je pense que Longoria est en train de construire une équipe petit à petit qui va être tournée vers du beau football, on espère en tout cas. Et le coach va être fait en fonction de ça, en fonction de ses idées. Et c'est pour ça que je pense que Milik, voilà, en gros, on lui a peut-être dit, voilà, pendant 6 mois, voilà, tu vas limite galérer avec un coach comme ça parce que le jeu est pas haut. Mais après, pendant le reste du temps, on va avoir un nouveau coach, donc tu vas avoir un meilleur jeu offensif, et là, tu pourras t'y plaire. De toute façon, il fallait se dire, c'était soit ça ou il restait 6 mois de plus au placard à Naples. Hein, donc, quitte à choisir. Bon, ça nous fait un attaquant de plus pour le coup, tu vois. Donc, on n'a pas des millions d'attaquants aussi. Donc. Et puis, quand même, on le paye en 2022. Donc, oui, ça, notre masterclass. Aussi l'opportunité de. Longoria, il est en train de faire il est en train de faire en 2 semaines ce que Zubizarreta a fait en 4 ans. Il est en train tout simplement de ridiculiser le travail qu'il a fourni juste avant. Mais il est en train de force. Oh là là. Ah ouais, mais là c'est un truc de malade, hein, parce que mais ça fait du bien. Oui, enfin un DG un directeur sportif, un DS qui travaille à défaut d'avoir un président qui comprenne le foot, et un entraîneur où c'est un peu plus compliqué, et des joueurs où c'est très compliqué également. On a peut-être enfin un fameux DS qui travaille à plein temps, on va dire. Ah, mais moi, j'ai fait cerne pour quand il a parlé de Milik, mais je me suis dit, mais à quel moment Pablo Longoria dort? Il avait des cernes, elles arrivaient jusqu'à sa bouche. C'était fabuleux dans le sens où on sait que ça se voit que le mec il bosse de ouf, et rien que sur les montages financiers qu'il fait, moi je trouve ça fascinant, parce que voilà, là quand on tourne le podcast, Marla Kevin va signer à la Juventus pour 7 millions d'euros en échange, voilà, d'une nouvelle recrue qui elle aussi est à 7 millions d'euros. Comptablement, tu récupères 7 millions, mais tu payes 1,4 million, je crois, parce qu'ils vont signer 4 ans et demi tous les deux. Et ça, on l'avait pas vu, ça. Et même le petit braquage de Sanson à 19 millions, faut le faire. Hein. Qui n'est pas encore officiel au moment où on parle, mais ça va se faire. Mais il faut le faire dans le sens où tu es dans un contexte de Covid. Oui. Tu vois, donc Sanson, on va pas dire que je pense qu'il a perdu de sa valeur depuis une année. Sur ses premiers 6 mois, le mec, il jouait à moitié blessé. 19 millions pour Sanson, honnêtement, c'est un braquage monumental. Totalement, parce que moi je me mets dans le dispositif inverse, dans le sens où je me dis, imaginez, l'OM recrute Morgan Sanson à 19 millions maintenant. Je me dis, mais c'est là où je me rends compte du braquage, parce que j'en vois qui disent que c'est mal vendu presque, entre guillemets. Mais là, je me mets dans le sens inverse, je me dis, quand même, 19 millions, je jouerai jamais de la vie, je verrai l'OM mettre 19 millions. Ou un autre club. En tout cas, je serais supporter, je serais dégoûté. En tout cas, on peut citer aussi de nombreux coups, tous les coups qu'il a fait pendant ce mercato. L'arrivée de Paul Lirola, qui est un arrière droit d'avenir, très clairement,
pour à peine, je crois, 12 millions avec l'option d'achat, c'est ça, qui pourrait être notre référence à droite, et des latéraux compétents, on en attendait. On attend toujours un latéral gauche, puisque en absence d'Amavi, et Amavi qui est en fin de contrat, c'est Sakai qui joue, voire Nagatomo. Donc voilà, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Mais voilà, on attend aussi un latéral gauche. On peut aussi souligner le fait qu'il a lâché 50% du salaire de Strootman au Genoa. Que dire de plus? La résiliation de contrat de Kostas Mitroglou qu'on attend, mais comme une Ligue des Champions. Qu'on attendait comme une Ligue des Champions. C'était juste inouï qui quitte le club, ce mec-là. Là, on attend encore parce que là, la fin du mercato, c'est le 31. C'est ce dimanche. On attend peut-être encore des départs, des fins de contrat. Donc je pense à Florian Thauvin, je pense à Jordan Amavi qui a la cote en Italie visiblement. Il est clairement en train de préparer la suite. Et c'est triste à dire. Moi, je trouve ça triste d'un côté parce que là, pour le moment, en tant que supporter de l'OM, la seule branche à laquelle on se raccroche, ce n'est pas sur le terrain. C'est notre directeur sportif qui nous donne un petit peu des raisons d'y croire, de croire en l'avenir. Mais moi, j'aimerais bien que ce soit pas forcément l'inverse, qu'il y ait les deux, mais que sur le terrain aussi, il y ait quelque chose. Et là, bon, moi, je trouve ça très bien parce que ça fait des années que je pleure sur les mercatos de l'OM. Là, pour un mercato hivernal, faut se dire des choses, en plus en période Covid, c'est que là, il est en train de faire quelque chose d'incroyable, Pablo Longoria. Non, mais je pense que c'est clairement assumé aussi de la part du club. Honnêtement, le podium, il est terminé, très clairement. Faut se l'avouer, il est terminé le podium. Si on peut les choper, un top 5, moi je voilà. Tu chopes une place en Europa League pour l'année prochaine. Et que c'est clairement assumé. Je pense que c'est le fait de tirer peut-être une croix sur cette saison et de dire autant qu'on prépare la suite dès maintenant, même en gardant AVB. Et par la suite, on essaie de construire un groupe cohérent et on essaie de revenir en force en Ligue 1. Parce que en fait, au final, que tu regardes ces 4 dernières années, le groupe n'a jamais été cohérent au final. Donc à un moment donné, Longoria, c'est aussi sa grosse tâche aujourd'hui de construire un effectif qui soit en totale cohérence avec un coach également. Je pense que à mon avis, je pense que si ces joueurs arrivent aujourd'hui, c'est que le coach il est aussi dans ce mood-là. Enfin, j'espère en tout cas. Parce que sinon, si tu fais arriver un coach l'année prochaine et que tu as choisi des joueurs 6 mois auparavant, ça va être compliqué. Mais je pense Marseille doit construire. Voilà, il faut construire cette année. Après, les joueurs qui arrivent, il y a donc sur ce mercato, il y a Paul Lirola, donc qui est en prêt avec option d'achat, donc il peut être levé ou pas par le prochain coach. Il y a Kadiusz Milik que beaucoup de clubs aimeraient avoir, donc je pense pas que ça soit un problème pour un nouveau coach d'avoir une pointure comme ça en attaquant de pointe. Oui, non, mais tu vois, typiquement le milieu de terrain, on pense à un milieu de terrain par exemple. Quel profit tu peux avoir aujourd'hui en termes de milieu de terrain et que tu dois avoir à Marseille? Ah, bah là, pour remplacer Sanson, ouais. Je pense qu'il faut un milieu de terrain capable. Un créateur. Voilà, quelqu'un de beaucoup plus créatif, beaucoup plus percutant, presque qui peut faire des différences à lui tout seul. Mais en disant ça, je donne presque la description de ce qu'on attendait de Cuisance, alors que il performe pas du tout. Ouais, mais Cuisance, il venait pour un prêt de base. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends un joueur là, à la place de Sanson, c'est pour du long terme ou du moyen terme. Oui, non. Donc, là, moi, je pense que, le prochain milieu de terrain qui va arriver à Marseille va être déterminant pour le prochain coach, en tout cas. Sur les principes du prochain coach. Je pense. Moi, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut qu'on fasse le tout pour le tout pour aller chercher Almada. Le milieu de terrain de Vélez, il faut qu'on aille le chercher. C'est un des très gros prospects d'Amérique du Sud. Honnêtement, le fait que Longoria ait déjà mis ses yeux dessus et que y a une offre qui a été déjà faite et que y a peut-être potentiellement des négociations en cours, et si on réussit à le faire venir, c'est très fort parce que là aussi on parle d'un joueur
qui est potentiellement suivi par de grosses écuries européennes, tout comme Apulette, Paul Lirola ou Arkadiusz Milik. C'est quoi son profil un peu? Parce que honnêtement, je le connais pas. Je peux pas en parler, mais c'est quoi son profil? Théo pourra plus en parler puisqu'il a sorti un petit trade sur lui, je crois, ou une petite compile. Mais en tout cas, c'est un profil assez intéressant. J'ai fait la compile, mais je l'ai pas publié. Ouais. Le trade, et je suis en train de l'écrire. Mais voilà, on est sur un joueur à un milieu de terrain de poche, 1m71, 64 kg de mémoire, donc très, très petit, très vif. C'est quelqu'un qui est un profil plus de 10 d'ailleurs, voire ailier gauche. C'est un des plus gros prospects mondiaux. Enfin, tous les grands clubs ont déjà entendu parler ou ont déjà vu jouer Thiago Almada. C'est un joueur qui a de la folie dans les jambes, qui a presque la grinta, parce que quand je le vois jouer, c'est une teigne, c'est un joueur qui est vif, qui est très technique, qui a un très bon QI-foot, qui a une qualité de passe assez intéressante, même s'il n'a pas encore fait de passe D depuis le début de sa carrière. Il a 19 ans, mais il joue en pro depuis qu'il a 17 ans. Donc ouais, moi je suis fan du joueur, et le recruter, encore une fois, je pense pas que ce soit un problème pour un coach non plus, parce que un joueur comme ça, pas le monde entier en rêve, mais pas loin. Enfin, c'est vraiment un des plus gros prospects au monde, sans sourciller, c'est sans sourciller que je dis ça. Bah écoute, en tout cas, moi, j'espère que ça va quand même bouger dans ce secteur-là, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, parce qu'on parle aussi d'Amin Harit et aussi du milieu de la Samp, j'ai plus son nom, mais en tout cas, il y a des pistes, et je pense que d'ici le 31, on risque d'avoir du mouvement déjà, que ce soit même dans le sens des départs. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de surprises, et que Pablo a beaucoup d'as dans ses manches pour pouvoir nous surprendre. C'est quand même fascinant de se dire que maintenant, mais qu'importe le transfert ou quoi, mais moi j'ai une confiance aveugle en Pablo Longoria. Je sais. On peut attendre aussi, on sait jamais. Non, mais mais ce que je veux dire, c'est en 2 semaines, le mec, et en 2 semaines, t'as l'impression que genre toute la terre entière se rue vers Longoria et ils lui font une statue. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut attendre un petit peu, dire ce que fait Longoria, c'est très bien, c'est ce qu'on attend d'un directeur sportif, hein. Mais on n'est pas obligé de s'enflammer non plus, hein. Non, c'est pas une question de s'enflammer, c'est juste que tu sais que tu as un DS qui est très compétent. Bien sûr, mais c'est le fait surtout d'avoir un DS compétent, c'est ça dont on n'a pas l'habitude aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça que j'ai une confiance aveugle en lui. Je sais que le remplaçant, vu que c'est un excellent DS, il sera très bien aussi. À contrario de Zubizarreta, où tu savais ce que tu perdais, mais ce que tu gagnais, tu t'en doutais très fortement. Et c'est ce qui s'est passé quand tu vois que tu vends un Zambonguis à 30 millions, et que au lieu de faire des bons investissements, tu investis 30 millions. Bon, bah en tout cas, honnêtement, hâte de voir ce que ça va donner, puisque là le dossier le plus chaud, c'est l'échange Marleake Franco Tongia, dont les Italiens nous disent le plus grand bien, donc à voir aussi ce que ça donnera. Apparemment la Juve se séparait d'un très bon joueur, donc on verra. Là aussi, on parle comme Lirola Apulette, d'un des meilleurs de la Primavera, donc à voir ce que ça donnera. En tout cas, on a hâte que ce mercato se termine, et que peut-être aussi cette série négative se termine pour nous, parce que honnêtement là on en a marre. On veut un petit peu de positif sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Une petite victoire face à Rennes, ça vous dit? Tu penses que si l'OM n'a pas un bon résultat contre Rennes, il peut sauter? Je pense qu'il peut sauter, ouais. Très clairement. Parce que là, tu t'entérines tout, en fait. Ouais, mais juste rapidement, si on perd et que, admettons, on le vire, c'est pour prendre qui derrière? Parce qu'il faut quand même rappeler que le renvoi d'AVB, même s'il est à 6 mois à la fin de son contrat, ça va avoir un coût, parce qu'il est quand même payé cher, AVB. Et moi, je serais quand même partisan d'attendre la fin de saison. De toute façon, si les choses se passent mal, ça m'étonnerait beaucoup qu'on aille chercher la prolongation de contrat pour le technicien portugais. Mais
voilà, il y a aussi une urgence. Il y a aussi une urgence parce que on se doit de se qualifier pour une Coupe d'Europe, peu importe laquelle. Peu importe laquelle, parce qu'il faut qu'on rappelle aussi qu'il y en aura une troisième à partir de la saison prochaine, qui est l'Europa League Conférence, qui est normalement pour la Ligue 1 promise au 6e du championnat, si je dis pas de conneries. Et, au 5e, et ça dépendra du vainqueur de la Coupe de France derrière. Voilà. Mais il faut quand même qu'on aille chercher cette Coupe d'Europe. Donc, est-ce que l'intérêt du club doit passer avant tout sur le plan économique ou sur le plan sportif sur le court terme? Je sais pas trop quoi répondre là-dessus honnêtement. Je suis pour qu'ils partent, mais peut-être pas dans ces conditions-là. C'est compliqué d'y répondre. Moi, je pense que le court terme, au final, n'apporte rien. Et au final, tu vois, genre l'an dernier, typiquement, on avait des résultats à court terme. C'était court-termiste parce que au final, ça s'est pas percuté sur l'année d'après. C'est-à-dire qu'on s'est qualifié en Ligue des Champions pour plus ni retourner la saison suivante. Parce que moi, je fais une croix totale sur la Ligue des Champions. Et je pense que c'est pas du tout ça qu'il faudrait à Marseille aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut vraiment de la patience, encore une fois. Et j'en appelle vraiment à ce que tous les supporters olympiques de Marseille soient ultra patients avec leur équipe. Quitte à sacrifier cette saison encore une fois, à sacrifier ces 6 derniers mois, mais pour pouvoir repartir et avoir des résultats qui soient à moyen et long terme. C'est ça le but c'est ce but-là qu'on doit rechercher aujourd'hui. Et on est trop versatile. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. À un moment donné, non, c'est pas possible de vivre comme ça au final et d'avoir un club qui fait les montagnes russes tout le temps, quoi. Ouais, bah écoute, en tout cas, on espère quand même que la situation pour le bien du club va se changer, puisque bon, on le rappelle que cette série cette spirale négative, elle a commencé à Rennes. Donc pourquoi on reprendrait pas une marche en avant en battant Rennes samedi? Bah en tout cas, ce match-là, on aura l'occasion d'en discuter lors du prochain podcast qui sortira en fin de semaine. Et en tout cas pour nous, écoutez les gars, on se retrouve peut-être ce week-end pour ce match. Et puis en attendant, allez l'OM les gars.